Bonjour à toutes et à tous, mardi 12 avril. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et bonjour Brigitte Lahaye. Ravie de vous recevoir ce matin. Pour une fois, vous êtes à la place de l'interviewé. Oui, mais j'aime bien, ça change un peu, c'est plus reposant. Hein. C'est plus reposant. Vous êtes d'accord? Écoutez, moi j'aime pas cette place-là, mais l'interviewé, vous n'aimez pas? Non, bon. C'est vous qui allez m'interviewer du coup. Vous êtes là, alors évidemment nos auditeurs vous connaissent bien puisqu'on vous retrouve tous les jours sur Sud Radio à 14h, entre 14h et 16h, où vous écoutez, vous accompagnez nos auditeurs. Et là, c'est la comédienne que je reçois puisque vous êtes demain à l'affiche d'une fiction formidable, Disparition inquiétante, sous pression. Ça s'appelle, écrit par Joanne Rigoulot, réalisé par Arnaud Mercadier. On retrouve Julie Depardieu à vos côtés, Daniel Russo. C'est un thriller psychologique. Vous êtes formidable. Je me demande comment personne n'a pensé à vous faire tourner avant, en tout cas plus souvent, dans des rôles comme celui-là, qui est un très très beau rôle. On va en reparler avec vous dans un instant, mais comme tous les jours, la question du jour de Gilles Gansman. C'est pas la mienne, mais la question du jour de l'émission Média. Eh bien, on vous demande si les médias ont une responsabilité dans le résultat de l'élection. Vous pouvez aller voter sur le compte Sud Radio et nous dire si vous pensez que les médias ont une responsabilité. On parle beaucoup, et vous le verrez dans mon zapping, de la bulle d'Éric Zemmour qui a été créée par les médias et qui ont peut-être effacé les discussions qu'on pourrait avoir autour de Marine Le Pen. Eh bien, pour l'instant, vous êtes nombreux à voter sur le compte de Sud Radio. Vous dites oui à 95%, non à 5% sur la responsabilité des médias dans cette élection. Vous pouvez continuer à aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Merci Gilles pour cette question et puis on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Justement, face à Marine Le Pen, y aura-t-il un front républicain pour Emmanuel Macron? Même en 2017, il n'y a pas eu de front républicain. C'était sur CNews. Mais je pense qu'en 2017, soyons clairs, il n'y a pas eu de front républicain. Le front républicain, c'est 2002. C'est 2002, un soir d'avril, toute la presse dit c'est affreux, jamais ça. Tous les partis politiques du champ républicain, c'est affreux, plus jamais ça. 2017 et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide, mais j'ai jamais peur. Je vais au combat. Et je vais au combat dans les terres les plus difficiles et j'ai de l'énergie. Mais je suis juste lucide sur le fait qu'il y a 5 ans, c'était pas non plus un front républicain. Emmanuel Macron qui va au combat et dès hier, il était à la rencontre des Français. Alors ça a été un peu musclé. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les extraits, Valérie. Comme par exemple dans C'est à vous, ils ont montré cet extrait où il a été interpellé par Élodie. Et Élodie, vous allez voir, il y a carrément été. On est bien dans la merde quand même, la France. Bah, comparons-nous et regardons. Dites-moi. Bah, moi je trouve quand même que depuis 5 ans, les valeurs de la France, elles volent en éclats. Notamment à cause de vous. Heureusement qu'ils sont là. Oui, vous comprenez, mais vous nous avez pas trop compris. Vous, hein. Non, mais pardon. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas du tout le président du peuple. Là... Vous n'êtes pas dans la vraie vie. On n'est pas dans la vraie vie, ça vous. Emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Non, c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Oui, si vous le prenez comme ça. Alors une analyse de celle qui connaît les sentiments. Est-ce que emmerder c'est affectueux? Quand on dit quelqu'un je t'emmerde, est-ce que c'est affectueux? Non, évidemment que non. Personne va pouvoir dire que c'est affectueux. Mais je pense qu'il a peut-être été un petit peu embarrassé. Hein, il me semble. Les images semblent montrer que il s'en est sorti comme il a pu. Hein. Vous pensez quoi de cette élection? Vous avez suivi? Oui, moi je vote depuis toujours parce que j'avais promis un jour à un de mes amants qui était un homme politique de toujours voter. Donc je tiens mes promesses, je vote. Elle surprend pas spécialement de toute façon. Et puis moi je crois que ce qu'on doit dire de cette élection, c'est qu'il y a un vrai malaise quand on voit le nombre de gens qui ont voté extrême et le nombre de gens qui se sont abstenus. Alors après. Quelles sont les solutions? Moi, je suis pas politique, mais il y a un vrai malaise. Les gens veulent que ça change. Ouais. Pour Laura Adler, et c'est lié à notre question, Valérie, d'avoir fait d'Éric Zemmour donc un épouvantail et n'avoir parlé que de lui a fait de Marine Le Pen une femme éligible. Elle a présenté hier ses excuses sur France 2. Et je voudrais faire un mea culpa en tant que journaliste. Je pense que nous sommes très nombreux à être concernés par ce mea culpa.
je pense que nous avons participé à la bulle médiatique et à la construction de la candidature d'Éric Zemmour. Nous en avons parlé beaucoup ici sur ce plateau, nous étions très en discordance les uns avec les autres, et je pense que la candidature d'Éric Zemmour et ce nom qui a été invoqué tous les jours, plusieurs fois par jour, qui a tourné comme ça en boucle pendant plus d'1 mois, même 2 mois, a légitimé complètement une espèce de normalisation et de côté gentil, sans ajouter les chats et la coloc, de Marine Le Pen qui s'est installée dans notre univers quotidien. Hier, en se rendant au siège des Républicains, qui ont désormais une dette abyssale, Roger Carucci a ironisé, c'était dans Quotidien. C'est pas de remboursement de frais de campagne. Ah, ça j'ai compris, oui, ça m'avait pas échappé. Je me demande d'ailleurs s'il y a encore du café quand je vais remonter à l'Ardent. Mais j'ai pris des pièces pour la machine. Voilà. Et puis, on n'en parle presque pas parce qu'évidemment, il y a l'Ukraine et il y a la campagne présidentielle. Mais à Shanghai, ils vivent un drame avec le Covid. Les autorités n'ont jamais été aussi violents sur leur politique zéro Covid. Et pour la première fois, hier, il s'est passé une chose importante. Les habitants se sont tous mis à leurs fenêtres, révoltés. Ils ont crié leur colère. À leurs fenêtres, les habitants de Shanghai crient leur mécontentement. En Chine, la scène est inédite car ce type de contestation est extrêmement rare. À l'origine de la colère des habitants, le confinement très strict imposé face à la flambée épidémique qui a provoqué des pénuries alimentaires. À qui dois-je envoyer le numéro de la commande ? Parmi les produits les plus recherchés, le lait en poudre. Cette boutique spécialisée a décidé d'en livrer aux familles dans le besoin. Et la demande ne cesse de croître. Aux heures les plus chargées, il y a environ 30 commandes par jour. Nous livrons jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Les sacs doivent être remis à la main des parents. On ne le voit pas, mais c'est assez violent ce qui se passe. J'ai une amie, moi, qui est à Shanghai et qui m'a raconté que l'horreur leur était tombée dessus du jour au lendemain. Ils sont en train de se rationner en pâtes, en riz, il n'y a plus d'alimentation possible. Elle m'a raconté, vous qui aimez les animaux, Brigitte, qu'ils tuent les chiens. Elle me dit d'abord, il y a pour des les manger ? Non, parce qu'ils ont peur du Covid. Elle m'a raconté qu'un de ses voisins a été testé positif, a été emmené, j'en ai des frissons en vous parlant, il a été emmené dans un de ces centres pour Covider et ils ont tué le chien. Parce qu'ils pensaient que le chien était covidé. Elle me dit il y a des centaines de chiens qui errent dans les rues. Et au-delà de la souffrance de ces animaux, ce sont les individus, ces Chinois qui n'ont plus rien à manger. Et tout est organisé par l'État. Et donc, comme ça s'est assez mal passé pour le Covid, mais ils n'ont plus rien à manger. Il y en a qui n'ont plus d'eau courante. C'est assez terrible. Ce que disait le reportage, il livrait jusqu'à 4 heures du matin. Et c'était rationné. C'est assez doux. C'est assez dingue ce qui se passe là-bas. Ils ne savent surtout pas de quoi demain va être fait et ils n'ont qu'une peur parce qu'on vient les tester chez eux, c'est d'être emmenés. Elle a 2 enfants, 3 enfants. On fait quoi de ceux qui ont le Covid ? Eh bien, on les met. Vous n'avez pas vu France 2 a fait un reportage, je crois. Il y a des espèces d'immenses gymnases où on les enferme. On les enferme. On les enferme. C'est comme des pestiférés. Comme des pestiférés, absolument. Comme des camps, c'est des camps, les choses. Absolument. On finit par une partie de la musique. Tiens, je vais vous rappeler votre jeunesse, Valérie. Un petit peu de Québec et du Garou qui a mis un côté québécois dans ses succès. Vous allez voir, il était en live dans C'est à vous. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie. Ça ressemble à Rock Voisine, je trouve. Un petit peu. On peut aller prendre des chamallows et aller sur le Mont-Royal, faire ces chamallows sur le fond. Ça ressemble un peu à Rock Voisine. J'ai fini toujours en chanson. Ça fait du bien. J'ai plus ou moins du succès. Là, je sens que je n'ai pas de succès. Non. On a des goûts très très différents. Brigitte Lahaie, comédienne, comme me dit un de nos auditeurs, mais Brigitte Lahaie, peut-être celle qui a tourné plus que toutes les comédiennes françaises. Combien de films vous avez dans combien de films vous avez tourné? Je sais plus, mais en effet, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Ce soir, demain soir, c'est sur France 2, Disparition inquiétante, sous pression. On va retrouver Julie Depardieu qui a quitté son rôle de policier pour devenir juge d'instruction. Donc elle débute. Vous incarnez Valérie Muller, une DRH très stricte, très très dure, mais un très joli rôle parce qu'il est tout en nuances. Daniel Russo, formidable comédien, Pierre Rochefort, David Bayot. Bref, c'est un nouveau
nouvel opus donc dans cette collection Disparition inquiétante. Qui a pensé à vous? Alors c'est Arnaud Mercadier, le metteur en scène, qui a pensé à moi. Le producteur Stéphane Strano a tout de suite adhéré. Et vraiment, ils ont été formidables parce qu'ils m'ont mis en confiance. On a fait des séances de travail avant le tournage. Pour moi, c'était un véritable enjeu parce que je savais que j'avais pas le choix, qu'il fallait que je sois excellente. Ouais. Et... Ce que vous êtes vraiment, et je le dis sans flagornerie, je le dis sans flagornerie, je vous le dirais pas si je ne le pensais pas. J'ai regardé toute la fiction, je le dis souvent quand je les regarde pas, c'est voilà, j'ai regardé toute la fiction et vous êtes c'est très puissant ce que vous dégagez justement. Mais vous avez hésité ou pas quand on vous l'a proposé? Non, j'ai pas hésité parce que je pense que ce rôle me convenait parfaitement bien. Je sais que je suis je suis capable d'être très dure, et c'était nécessaire parce que le début du film, il faut vraiment qu'on puisse penser que je suis responsable de la mort de cette femme. Il ne faut pas en dire plus. Non, je parle que du début. Peut-être que vous l'êtes. Peut-être que je le suis. Et en même temps, il fallait que je puisse montrer la fragilité du personnage. Et je sais que grâce peut-être à ces 21 ans d'écoute et d'être dans l'intimité des gens, je sais que maintenant, mon hypersensibilité, je sais la montrer, et donc je me suis dit, je dois être capable de bien interpréter ce rôle. Et puis j'ai eu Arnaud a été formidable, parce qu'il m'a beaucoup aidé. Je trouve qu'un comédien ne peut être excellent qu'avec un bon metteur en scène, de toute façon. Et puis un bon partenaire, vous avez Daniel Rousseau, vous avez beaucoup de scènes avec Daniel Rousseau. Il est formidable. Et moi, je trouve que le duo fonctionne bien. Écoutez, en tout cas, c'est un acteur formidable. Vous faites 10 prises, il va faire 10 fois exactement la même chose. Il essaye pas de vous voler la vedette. Enfin, non, franchement, c'est un acteur extraordinaire. Généreux, c'est ça, dans le jeu. Et... Oui. Et puis, il est terriblement juste, quoi. Et vous le connaissiez pas, parce qu'on a l'impression que vous le connaissez depuis très longtemps. Pas du tout. C'est incroyable. Parce que vraiment, il y a une vraie complicité dans le jeu. Comment ça se passe? On vous contacte, on vous envoie le scénario, vous décidez sur le rôle, justement sur l'écriture, parce qu'il faut avoir quelque chose à jouer, et là vous avez vraiment quelque chose à interpréter justement dans ce personnage. Oui, enfin en tout cas, moi quand j'ai reçu le message de la directrice de casting, j'ai demandé qu'elle m'envoie le scénario, j'ai lu le scénario et j'ai tout de suite senti, enfin ça c'est mon intuition légendaire, j'ai tout de suite senti qu'il n'y avait pas à hésiter, qu'il fallait dire oui, et puis voilà. Ensuite je me suis donné tous les moyens d'être excellente, j'ai appris mon texte par cœur pour justement me libérer du texte. Mais c'est ce qu'on sent d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup dans le visage, parce que vous êtes c'est un personnage un peu austère, très strict, froid, et tout passe dans le regard, dans les expressions, il y a énormément de choses qui passent dans le visage en fait, puisque vous êtes très économe de mots, donc c'est là où effectivement c'était un rôle important pour vous à interpréter. Oui, mais je pense que ce qui fait qu'un comédien, on y adhère, c'est parce qu'il transmet de l'émotion. Et finalement, par quoi on transmet l'émotion? Par le regard, par le visage. Enfin, donc c'est vraiment important qu'on soit habité par l'émotion du personnage. Mais c'est une envie que vous avez depuis très longtemps de faire. Vous avez fait du cinéma classique aussi. Vous avez fait des films. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps, quand même. Alors c'est drôle parce que je vais vous dire franchement les choses, Gilles. J'avais vraiment accepté que je ne serais plus comédienne, que de toute façon le cinéma français est un cinéma bourgeois, il voulait pas de moi, etc. Et j'en avais vraiment fait mon deuil. J'ai eu plusieurs propositions comme ça de temps en temps, mais ça n'a jamais abouti, soit parce qu'on m'a fait faire des essais et que moi, totalement traqueuse, j'étais pas très bonne aux essais, etc. Donc j'avais vraiment tourné la page et je m'étais dit finalement je suis tellement heureuse dans ce que je fais tous les jours à la radio que. Et puis là, c'est arrivé parce que c'était peut-être le moment que ça arrive. Et puis voilà. Ça veut dire que l'étiquette du X est partie ? Non, ça je crois pas. Mais vous l'aurez tout le temps. Oui, mais en même temps, c'est presque devenu une force, donc je vais pas m'en plaindre. Ouais. Vous regrettez qu'on vous ait pas proposé plus souvent justement des rôles vous êtes
enfermé dans cette image-là? Non, parce que d'abord les regrets, ça ne sert pas à grand-chose, et ensuite le plaisir que j'ai d'avoir joué ce rôle aujourd'hui à plus de 60 ans, et le plaisir que j'ai que demain peut-être des millions de gens me voient, je ne l'aurais pas si j'avais déjà tourné plein de choses depuis 10 ans. Donc c'est presque c'est quelque chose de tout nouveau pour moi. Donc c'est formidable. Il vous a dit pourquoi il avait pensé à vous, Arnaud Mercadier? Ouais, il a pensé à moi, Arnaud Mercadier, parce qu'en fait, il s'est souvenu de la fameuse émission où j'ai craqué, où j'ai pleuré suite à la fameuse phrase que j'avais dite, qui avait été très mal interprétée. On peut même jouir lors d'un viol. Et donc, il a pensé que j'étais capable justement d'interpréter ce rôle, puisque j'avais cette sensibilité à fleur de peau. D'accord, donc c'est vraiment comme quoi parfois de quelque chose de dramatique, on peut en tirer quelque chose. Le rôle d'ailleurs, on va pas trop dévoiler parce que c'est encore une fois un thriller, mais c'est une histoire de femme aussi. C'est une jeune femme qui disparaît. Vous êtes DRH, vous êtes quelqu'un d'assez dur. Il y a des histoires de harcèlement. Enfin, c'est très actuel comme la scénariste Joanne a écrit un film de femme. Absolument, c'est un film de femme et bon voilà, c'est difficile. Comme on a tout vu, on peut pas tout dévoiler, mais c'est vrai qu'il y a un message. Enfin, il y a un message. J'aime pas dire qu'il y a un message parce que c'est lourd, mais c'est un film qui est actuel, qui va résonner, je pense, chez de nombreuses femmes également, sur le harcèlement, sur le management aussi très dur qu'il peut y avoir, et puis sur les femmes entre elles qui sont parfois aussi peut-être plus dures que ne peuvent l'être les hommes. Je crois qu'en effet Valérie, qui est donc le personnage que j'incarne, c'est une femme qui se veut forte, qui cache évidemment ses fragilités, et qui de toute façon va être très dure avec toutes les femmes qui ne sont pas fortes. Et d'ailleurs à un moment elle dit c'est un métier qui est dur pour les femmes, autant être dur avec elles dès le départ. Oui, absolument. Il y a cette phrase qui est assez forte. Juste un mot, pendant la campagne, vous avez le sentiment qu'on a été plus dur avec les femmes qu'avec les hommes, c'est-à-dire avec Valérie Pécresse, Anne Hidalgo? Ou ça vous agace? On a reçu Nathalie Saint-Cric vendredi dernier qui disait qu'elle n'aimait pas cette remarque-là de dire qu'il y avait de la misogynie. Alors moi je vais dire les choses autrement. Je crois que la politique est un métier, certainement le métier le plus dur qui existe. Ouais. Et je pense que nous les femmes, on est forcément plus à fleur de peau que les hommes. Les hommes vont réagir par l'action quand ils sont attaqués. Nous, on va prendre quand même le coup. Donc forcément, nous les femmes, on est plus, et je trouve que elles ont du mérite de faire de la politique, les femmes, parce que c'est vrai que c'est un métier très très dur. Brigitte Lahaie, vous êtes tous les jours de 14h à 16h. Alors, un message de Camille qui nous dit justement bonjour, Brigitte, je vous écoute tout le temps et merci pour ce que vous faites. Votre émission est d'utilité publique. Vive l'amour. Je regarderai ce soir, puis c'est ce qu'elle dit. Non, demain soir. C'est demain soir. Voilà, ça va résonner par rapport à ce que j'ai vécu. C'est ce qu'elle dit en entendant c'est pour ça que oui, ceux qui ont connu l'entreprise, le management, parfois le harcèlement, regardez ce film, et puis parfois aussi le rapport de certains hommes qui cachent un peu leur jeu sans en dévoiler plus. Pardon, Gilles, je vous ai coupé. Non, je vous en prie. De 14h à 16h, vous êtes sur Sud Radio, vous avez été sur une autre radio avant. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé sur les appels et sur la sexualité? Et est-ce que vous n'êtes pas lassé au bout de 5 ans ou de 6 ans? Plus que 5 ans ou 6 ans, ça fait 20, combien? 2000, hein, vous êtes arrivé sur vous savez, Valérie, RMC, c'est vous, c'est grâce à Valérie Gilles. Oui, je ne savais pas ça. Si. J'étais sur RMC à l'époque, qui redémarrait en 2000, et que Franck Lanoux cherchait une idée d'après-midi. Et moi, comme vous l'avez dit, j'ai vécu au Québec et il y avait une émission qui fonctionnait très très bien, qui était une émission de ce qu'on appelait de ligne ouverte, de gens qui appelaient pour parler de sexualité. Et donc voilà, l'idée est venue comme ça. Incroyable. Et Franck a trouvé que c'était une très bonne idée. Et Valérie a pensé à moi, et c'est comme ça que je suis... je ne savais pas. Et donc ça fait 21 ans que vous écoutez les Françaises, les Français à la radio, sans tabou, avec beaucoup de subtilité. Moi je vous écoute et c'est vrai que c'est toujours très juste ce que vous dites. J'ai bien fait de venir aujourd'hui. Oui, non, mais c'est vrai. Alors est-ce que vous n'êtes pas lassé? Voilà. Et est-ce que la sexualité a évolué dans ces 20 ans et de quelle façon? Alors lassé
non, je dirais même que je prends plus de plaisir encore aujourd'hui peut-être parce que je suis plus à l'aise, peut-être parce que les gens sont encore plus vrais et me parlent. Bien sûr qu'il y a des choses qui ont évolué en bien. Les femmes se sont quand même beaucoup libérées. Moi, je me souviens tout au début, quand il fallait parler de cunilingus, elles accrochaient le mot, elles n'arrivaient pas à le dire tellement c'était un mot nouveau pour elles. Donc les femmes se sont beaucoup libérées, ça c'est le bon côté des choses. Mais alors, le vrai problème aujourd'hui, c'est que les gens se quittent vraiment de plus en plus vite pour pas grand-chose, et ça devient c'est difficile de s'engager. Enfin, il y a une sorte de consommation. Il y a une sorte de consommation. Alors pourquoi pas vivre seul? C'est vrai qu'il y a un courant comme ça de gens qui préfèrent vivre seuls. Il y a même un courant d'asexués qui commence à augmenter. Ça n'existait pas avant. Et donc il y a comme ça un rejet du sexe, je dis bien du sexe, tout simplement parce qu'à mon avis, on n'a absolument toujours pas compris ce qu'était la sexualité. C'est-à-dire ? Alors, c'est quoi? On est tous les deux. Non, mais parce qu'en fait, on parle de pornographie, on parle de sexe, mais je veux dire, la sexualité, c'est d'abord de l'intimité, c'est-à-dire c'est une relation à l'autre avec de la tendresse, avec une ouverture à l'autre et une confiance à l'autre et du respect. C'est pas juste tirer un coup, quoi. Et ça demande une telle compréhension de soi et de compréhension de l'autre. Et quand l'ARCOM veut interdire les accès à des sites pornographiques, vous êtes plutôt pour ou plutôt contre? Est-ce qu'on n'a pas banalisé la pornographie? Je pense qu'on peut pas de toute façon faire quoi que ce soit. Internet, c'est mondial. Il faut pas se raconter des histoires. Je pense qu'en revanche, il faut avertir les parents déjà que les enfants peuvent tomber sur des images très tôt. Et ensuite, je pense qu'il faut une vraie éducation à la sexualité et une éducation à la différence des sexes dès la maternelle. Le jour où on aidera les petites filles et les petits garçons à comprendre qu'on n'est pas pareil, à comprendre qu'une petite fille, elle a le droit de dire non et qu'elle doit se respecter, on avancera. Tant qu'on fera des lois pour interdire, on n'avancera pas. Et je crois que ça, c'est vraiment un truc, et ce serait presque valable d'ailleurs dans tous les domaines. Sous pression, vous l'avez tourné quand, cette fiction? En novembre. En novembre. Comment vous avez géré avec la radio? Alors, d'abord, j'avais une semaine de vacances que j'ai donc prise pour aller tourner. Et puis ensuite, j'ai enregistré quelques émissions, voilà. D'accord. Et là, c'est une nouvelle carrière. Vous aimeriez, quand je dis nouvelle carrière, ou en complément, c'est-à-dire tourner... je serais ravie de tourner peut-être encore de temps en temps un film, mais j'ai pas envie d'arrêter la radio pour faire du cinéma, de toute façon. Et puis je n'ai pas intérêt de tourner pour tourner, s'il faut que ce soit vraiment un beau rôle. Vous êtes très élégante, très chic, très bien habillée dans le film. Ça va avec le rôle, mais ça appuie sur le personnage. Formidable. Donc à regarder, c'est dans le cadre donc de la collection Disparition inquiétante avec Brigitte Lahaie, donc Julie Depardieu, Daniel Russo, Pierre Rochefort, David Bayot. C'est réalisé, on le dit parce qu'on ne cite pas assez souvent les réalisateurs, par Arnaud Mercadier, qui a eu donc cette idée de vous faire tourner, et puis Joanne Rigoulot qui a écrit, qui a été la scénariste de cet épisode, qui est encore une fois un très très beau rôle pour vous, Brigitte Lahaie. Donc demain soir sur France 2 à 21h10. Merci Brigitte, on vous retrouve cet après-midi à 14h10. Être sujet ou objet dans la sexualité? Voilà. Eh oui. Vaste question. Mais allez-y, Gilles. Allez, on va parler politique, nous, dans un instant. À tout de suite.